Vivre à Norilsk, c'était évoluer dans une prison géante, avec la menace constante d'une interdiction, un univers panoptique rappelant à qui pouvait l'oublier qu'ici, il valait mieux rester à sa place. Il y avait toujours une tour d'observation pour obliger les travailleurs à rester sur leur lieu de déploiement, des limites définies, comme ce mur de barbelés qu'ils avaient construit près du centre de chaleur et d'électricité, un énorme tapis vertical de barbelés à 3 niveaux qui bordait l'arrêt de bus. Bonjour Caril Ferret. Bonjour. Le vent soufflait fort dans cette avenue. Nikita avait déjà rattrapé les gens que le Buran emportait. Les retrouverait-on un jour de tempête, accrochés au fil coupant, gelés ou implorants, à 5 ou 6 mètres de hauteur? Le décor est planté. À Norilsk, tout peut arriver. Norilsk, cette prison à ciel ouvert, Caril Ferret. Vous y avez passé du temps, incarcéré là-bas, de votre plein gré. C'est aussi une ville sans issue pour vos personnages. Rares sont ceux d'ailleurs qui vont réussir à en réchapper. C'est votre deuxième roman là-bas. Est-ce que vous pensez que vous en sortirez un jour ? Alors, c'est mon premier roman là-bas. Le premier récit, c'était un récit de voyage, en fait. Donc, c'est complètement Alors, différent. c'est le deuxième livre. Je me reprends, C'est le pardon. deuxième livre, et voilà. Est-ce que vous pensez que vous en sortirez un jour ? Parce que vous n'y êtes pas retourné pour le roman. Non, c'est appuyez sur ce impossible, en récit. fait. Parce qu'il faut des tampons du FSB, donc c'est des services secrets russes pour pouvoir y aller. Donc, suite à mon récit de voyage où j'ai gratiné un petit peu Poutine, je suis personnellement non grata, on va dire. Mais ce qui est paradoxal, c'est que suite à mon voyage, qui était donc juste pour un récit, en fait, ils m'ont tellement manqué, ces Russes, ces jeunes mineurs russes, que j'ai eu envie de faire un roman, puisque en fait, j'en sors pas, et je suis toujours. J'ai fini le roman il y a 6 mois, évidemment, et je suis toujours complètement imprégné d'eux, que j'ai en contact quasiment tous les jours. Voilà, donc vous n'en sortirez peut-être pas. Non, je pense que j'en Pas sortirai demain en tout cas. pas vivant. Mais un jour, on n'en sait rien. On espère pour vous un récit. Et cette envie de compléter l'histoire avec ce roman, ça veut dire que votre imaginaire est resté coincé là-bas. Il faut dire qu'il y a tout pour un polar, pour un sacré thriller dans cette jolie ville de Norilsk. Vous la décrivez ainsi. Dehors, la mine hurlait, crissait, empuantissait, les grues soulevaient, grinçaient, gelaient sur place. À l'intérieur du monstre, camions, machines et engins de toutes sortes déboulaient des boyaux dans un bruit de tonnerre. Déversaient les équipes qui pataugeraient dans la boue, les flaques, entre les parois mal éclairées où l'humidité glaçait les os mieux que la peur. Cette ville, elle est asphyxiante, avec sa mine de nickel qui dévore les hommes. C'est une ville sale. Qu'est-ce que vous avez ressenti là-bas quand vous y êtes allé ? Est-ce que vous avez eu aussi ce sentiment d'être asphyxié, de manquer d'air, d'être aussi observé ? Au départ, l'odeur est épouvantable, mais l'odeur, on s'y fait. Au bout de quelques minutes, en fait, on ne sent plus rien. Donc ça, c'est le premier choc. Mais le premier choc, ce qui est le plus impressionnant, en fait, c'est que, déjà, je comprends pas le cyrillique, donc je comprenais rien de ce qui était écrit, des rares choses qui étaient écrites, mais c'était vraiment comme une banlieue. Sarcelles, c'est Disneyland à côté, hein. C'est vraiment soviétique, mais qui pourrit réellement sur place, à part la grande avenue Lénine, qui est un peu décorée avec un décorum un peu à la Saint-Pétersbourg, au cas où un oligarque ou Poutine passe. Mais le reste du temps, c'est vraiment... c'est au-delà de l'austérité. Enfin, on se demande vraiment qu'est-ce qu'on fait là, et surtout si on en sortira. La première journée, je dis mais en fait c'est un cauchemar ce truc. Mais au bout d'un moment, la laideur devient belle. C'est aussi parce que des amis, on a très vite sympathisé avec des gens qui nous ont amené faire des photos sur des toits complètement interdits et tout, mais avec des vues spectaculaires sur la ville, et de voir ces cheminées cracher toute cette pollution, parce que la ville pollue elle toute seule autant que la France par an. C'est assez épouvantable. Mais on aurait dit, un Titanic pris dans la glace, en fait. Donc on a l'impression que, et comme il n'y a rien à 1000 km à la ronde, c'est que de la toundra, on a l'impression d'être pris dans un vaisseau de glace, et ça devient en fait assez fascinant. Qu'est-ce que vous avez entendu là-bas ? Quels sont les bruits, les sons, cette voix du loup ? C'est un sorte de truc constant, mais en fait le bruit s'évapore un peu dans la toundra, en fait. On sent pas trop, on n'entend pas trop, parce que la mine elle est jusqu'à 2 km sous terre. Donc on n'entend pas la mine, on entend que juste ce bruit sourd qui est celui des hauts fourneaux et des quelques voitures qui sont sur place. Mais en fait, ce que j'ai surtout entendu, moi, c'est les chants des Russes dans le bar où on était tout le temps.
Et vous y avez passé du temps, vous aussi. C'est là où ma vie là-bas a basculé, parce qu'en fait, dehors, il y a personne, puis les Russes, on les aborde pas comme ça. Si tu parles à un Russe dans la rue, si tu l'abordes, c'est en gros pour lui péter la gueule. Donc il y a une ambiance qui est quand même pas super détendue, mais une fois qu'on a brisé la glace, en l'occurrence grâce à un bar, en fait, c'est là où j'ai rencontré tous les jeunes mineurs, et là, toute l'austérité en fait et tout le stress de cette ville s'est complètement renversé, mais ce qui est un peu logique, hein. Il paraît qu'on n'a jamais autant ri que pendant la guerre, enfin pendant l'occupation. C'est un phénomène de compensation. Et tous les jeunes mineurs que j'ai rencontrés là-bas, ils étaient d'une chaleur. Alors vraiment, c'est eux que je porte en fait, hein, Voilà, aidé aujourd'hui. par l'alcool aussi, et le rire qui devient un Oui, bon, je échappatoire. suis breton, donc on s'est assez vite compris entre Sibériens. Qu'est-ce qui vous amène là-bas? Pourquoi la première fois vous vous rendez là-bas? Bah, c'est deux éditrices de chez Paulsen, donc c'est une maison d'édition qui fait des C'est une romans. commande alors au Au départ. départ, c'est une commande, ouais. Et moi, j'étais en Colombie pour pour mon thriller politique qui se passait là-bas, etc. Et elles m'ont dit, ces deux éditrices, on t'attend toujours dans les pays chauds, un peu tropicaux, avec des dictatures sud-américaines, etc. Là, est-ce que ça te dirait d'aller dans la ville la plus pourrie du monde, hein? Elles me l'ont proposé comme ça. Je dis, ah, pourrie, c'est sympa, bah oui, puis c'est la plus polluée, la plus froide, etc. Et comme j'avais fait un petit éloge de l'excès chez Gallimard, elles m'ont pris au mot, en fait, quoi. Et donc, comme c'était excessif, elles savaient très bien qu'elles m'avaient prise au piège. Que c'était pour vous, quoi. C'était pour moi, donc j'y suis allé comme ça. L'Aide, le roman, qui est né de ce premier voyage que vous avez raconté dans un livre éponyme, Norilsk. L'Aide, on le prononce comment alors du coup? Liette. Ah, c'est ça, Liette. Alors j'ai dit Lyotte, c'était n'importe quoi du coup. Oui, c'est pas Liette. grave. Ouais, Je le ça y est, prononce pas vous, très vous bien, parlez sans doute non plus. couramment. Et ça veut dire quoi? Glace. Ah, ça c'était juste. Ok, parfait. Liette, pour reprendre le titre du roman, c'est une intrigue policière dans une atmosphère glaciale avec une ambiance totalement lunaire. La tempête, on l'a déjà évoquée, on l'a même déjà entendue grâce à Thomas Beau. Elle emporte les toits et un corps gelé va être découvert. C'est un meurtre, probablement. On ne sait pas, il va falloir mener l'enquête et c'est l'inspecteur Boris qui en est chargé de cette enquête. C'est le corps d'un nénète du nom de ce peuple autochtone qui vit non loin de là, qui est retrouvé. Au fil des pages, on va faire la rencontre de Gleb, minier et photographe amateur, de Dasha, une amie, de Valentina, l'ex-militante écologiste, Shakir, Louzbek, personnage franchement louche, le commandant Illich aussi, qui est le supérieur de Boris, pas très sympa non plus. On se rend dans un club cosaque, on boit de l'alcool frelaté, on vole des rennes, on pratique des sports de combat. Au milieu de tout ça, il y a quand même deux points clés, deux choses très importantes. C'est la corruption qui gangrène la ville, c'est l'argent qui est là à tous les niveaux, à un niveau même qui dépasse l'entendement, hein, Caril Ferret. Bah, au départ, ce qui m'a donné un peu l'idée de l'intrigue, parce que moi, bon, j'écris des polars, mais en fait pour moi c'est des prétextes, hein. C'est des prétextes pour parler de diverses sociétés, que ce soit historiques, sociologiques. En plus là c'est un ancien goulag, donc l'histoire même de Norilsk elle est dingue. Mais et on m'a dit comme ça une fois, ah bah oui, il y a donc cette usine, elle produit quand même, elle toute seule 2% du PIB russe, donc c'est monstrueux, c'est des milliards et des milliards de dollars. Et on m'a dit, ah ouais, il y a 10% de la production de nickel qui disparaît. 10%, ça fait des millions de tonnes, en fait. Comment, dans un pays, enfin dans une ville qu'on peut atteindre que par avion, parce que c'est complètement glacé, ou par bateau, juste 2 mois, par le port de Doudinka, qui est un petit peu plus haut, comment 10% de la production peut disparaître comme ça? Il n'y a pas de train pour aller dans une autre ville. Enfin, donc j'ai dit, bon, comment c'est possible? Donc du coup, j'ai imaginé évidemment une intrigue qui peut autour de ça, mais le prétexte, c'est quand même plutôt de parler d'écologie aussi, enfin de tout ce qui crispe aussi ces sociétés, puisque les deux héros sont mineurs et ils sont homosexuels. Bon, ils sont homophobes, c'est rien de le dire en Russie. Et presque le suspense, c'est ce qu'ils vont être démasqués ou pas, en fait. Donc au-delà de l'intrigue policière, bon, qu'on suit, moi j'aime bien qu'on raconte des histoires, j'aime bien qu'on tourne les pages pour savoir ce qui va arriver, mais au bout de 50 pages, je pense que très vite on se dit, on sait pas trop qui est le héros, parce que c'est assez choral, il y a quand même plusieurs personnages, et ce qui compte, c'est l'immersion, en fait, dans un univers complètement original, enfin, pour moi. Sans donner quand même les clés de l'enquête et donc de l'intrigue, même si vous dites qu'au cœur de ce polar, il y avait surtout pour vous l'envie de raconter une société, une époque, un pays aussi. On se demande quand même en suivant tous ces personnages, et pour la plupart ça terminera quand même pas très bien, qu'est-ce qui aurait pu les sauver? Ce qui aurait pu les sauver, c'est presque un pont aérien pour venir au moins à Saint-Pétersbourg, qui est, on va dire, qui est la ville la plus ouverte. Parce que tous les gens que j'ai rencontrés là-bas,
ils savent très bien qu'ils sont prisonniers, en fait, hein, parce que même en étant de Norilsk, on ne peut pas aller sur ce qui s'appelle le continent, c'est-à-dire sur le reste de la Russie, sans des autorisations. Alors, si on a une famille, si on fait des études, là, on peut quitter Norilsk, mais autrement, généralement, on n'a pas le droit, en fait, on ne peut pas. Hein. Et pour eux, ils se savent condamnés. L'espérance de vie, c'est 55 ans. Donc, en fait, moi, quand je les ai vus, j'avais 50 ans. C'est pas très vieux, mais j'avais quasiment l'âge où ils mouraient, en fait. Et de voir quelqu'un européen qui fait beaucoup plus jeune que son âge, parce que eux, à 20 ans, ils en paraissent 40. Donc, en fait, c'est hyper émouvant de voir cette jeunesse vivre malgré tout, parce que leur ville, ils l'aiment. Mais quelque part, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que comme ils peuvent pas partir, ils sont obligés ou de vivre un enfer, et puis ça vaut pas le coup, ou de l'aimer quand même, cette ville, quoi. Et du coup, ils la défendent à leur manière, alors à travers la photo, à travers l'amitié, en fait, quoi. Et moi, vraiment, c'est ce qui m'a le plus touché, quoi. Il y a un autre personnage parmi toute cette galerie de personnages, parce qu'ils sont nombreux, qui est important ou qui est intéressant. En tout cas, c'est le personnage de Nikita. Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, de cette âme russe, de ce tempérament russe? Mayakovsky. Vraiment, j'y pense que maintenant, hein, parce que moi je réfléchis pas tellement à ce que j'ai écrit, je l'écris plutôt avec mon corps plutôt qu'avec mon cerveau. Mais c'est Mayakovsky, en fait, à la fois une rébellion et un désir de poésie, parce que j'ai senti ça, en fait, et c'est ça qui était aussi assez touchant, c'est ce côté soviétique où, malgré tout, malgré l'oppression, malgré l'injustice de l'histoire, ils ont toujours un poème russe, un poème à raconter, en fait, quoi. Et il suffisait, même, je discutais avec plein de gens qui parlaient pas ni anglais ni français, et moi je parle pas russe, enfin à part des insultes évidemment qui m'ont tout de suite enseigné. Il suffisait de dire Mayakovsky, Mayakovsky, et puis hop, tout de suite, t'en as un qui vient dire un poème, en fait. Et c'est quand même des mineurs, quoi. Donc je trouve ça encore plus touchant, quoi. Enfin bon, je suis touché, voilà. La poésie? Moi, la poésie, oui. Mais en fait, souvent, on dit, ah ouais, mais dans le polar, bon, moi, Agatha Christie, je m'en fiche un peu, hein, enfin, de savoir qui a tué la corde dans le grand salon. Enfin, franchement, c'est pas du tout intéressant. Enfin, moi, pour moi, ça me paraît has-been, on va dire, quoi. Mais la poésie, pour moi, c'est l'écriture, en fait. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'écriture. Et de retrouver... En fait, ce livre, comme c'est pas un thriller qui va à fond la caisse, où tout le monde explose toutes les 5 minutes, ça m'a laissé le temps de développer des personnages. Et comme le suspense et le stress, en fait, de cette ville, elle est pas... Il n'y a pas des camions militaires qui déboulent avec des mitrailleuses, c'est pas ça du tout, quoi. C'est plus un truc de surveillance. Et du coup, ça m'a laissé la place à la poésie que j'aime, et puis que j'aime écrire aussi. Donc du coup, j'ai mis aussi des poèmes. Alors certains sont pas de moi, mais ceux de Nikita, ils sont de moi, en fait. Donc Nikita, c'est aussi une extension de moi à travers l'âme russe, enfin, en tout cas ce que j'en ai perçu. Voilà, Nikita qui laisse un poème d'adieu quand il s'en va. C'est aussi, peut-être, vous le disiez, l'occasion de décrire des âmes, des personnages, des états d'esprit, comme la figure de ce poète maudit qu'est Nikita. Mais c'est aussi la possibilité de raconter un état d'esprit, hein. Et vous le faites avec ce fameux prostor. Qu'est-ce que c'est? C'est assez difficile à décrire, parce qu'en fait, c'est l'espace. Les Russes, ils se bousculent. Alors, souvent, on prend le métro si on prend le métro à Moscou, on va dire, oh là là, les Russes, c'est vraiment des brutes, tout le monde se pousse, etc. Et en fait, c'est lié au manque d'espace, en fait, qu'ils ont. Enfin, ou trop d'espace, ou le manque d'espace. En fait, c'est un peu les extrêmes qui se rejoignent. Parce que, bon, la Sibérie, c'est 1/12 de la surface sur Terre, en fait, hein. On s'en rend pas tellement compte. Et à Norilsk, mais certainement ailleurs en Sibérie, quand on lève la tête, on ne voit qu'une immensité blanche ou pleine de bouleaux qui dure des milliers de kilomètres. Et cet espace les aspire de certaine manière, en fait, quoi. Et du coup, ils manquent toujours de place, alors qu'ils en ont trop. Enfin, c'est comme s'ils se perdaient dans un vide. Et du coup, ils ont tendance entre eux à se bousculer, comme s'il manquait de cet espace. Enfin, c'est un paradoxe qui a l'air d'être assez russe. Et vous le racontez, vous le décrivez. L'esprit des Russes était marqué par le prostor, espace libre et sans limite à l'image du pays qui imprégnait les chansons et la littérature. Ancré dans leur mental, aspirant à l'infini, le prostor expliquait pourquoi dans la rue, le métro ou le bus, les gens se bousculaient et se heurtaient sans présenter d'excuses, comme si, par manque de cet espace consubstantiel à leur être, il était admis qu'on puisse empiéter sur le territoire d'autrui. Vous ouvrez ce livre, ce roman, car il ferait par des mots de la prix Nobel de littérature
littérature, Svetlana Alexievitch. Vous citez un extrait de La fin de l'homme rouge, l'un de ses livres les plus célèbres. L'homme rouge n'a pas été capable d'accéder à ce royaume de la liberté dont il rêvait dans sa cuisine. On s'est partagé la Russie sans lui et il est resté les mains vides, humilié et dépouillé, agressif et dangereux. On écoute Svetlana Alexievitch. Vous savez, la valeur de vie humaine, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la culture russe. L'homme a été sacrifié au nom de grandes entreprises gigantesques de conquête de l'espace et de idées qui ont toujours animé l'âme russe. Et donc on peut dire que l'homme russe, c'est une victime de la géographie, de cet immense espace, de cette immensité qui peut seul justifier une telle forme de grandeur aussi de cette âme, parce que aujourd'hui, seul l'espace peut être le ciment pour cimenter la nation. Et en fait, quand la société se trouvait au bord de démantèlement, d'éclatement, Poutine a trouvé les mots pour raviver les instincts, ce que j'appelle de l'homme rouge, et cimenter cette société par les mêmes idées qui habitaient l'époque soviétique. Trouver l'ennemi, qui nous entoure, l'Occident qui dégénère, qui est évanescent. Et donc, nous, il faut se mobiliser pour défendre nos valeurs, notre société. Et la propagande russe débite ça toute la journée à la télé, dans les médias. Voilà l'écrivaine biélorusse prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch. On retrouve Norilsk et les habitants de Norilsk qui seraient victimes de leur géographie pour vous aussi, Kirill Ferret, un peu comme l'évoque à l'instant Svetlana Alexievitch. Oui, complètement. Bon, c'est tellement juste ce qu'elle dit. Enfin, j'adore d'ailleurs son œuvre traverse mes livres, ce livre en tout cas, parce que les personnages, je me suis inspiré aussi de tout le témoignage qu'elle a fait en fait. Elle a fait une méga thèse sur la Russie, et du coup ça m'a permis d'avoir aussi des interviews de gens que j'ai pas eu. Mais le fait qu'il soit ce qui est aussi touchant à Norilsk, c'est que comme c'est un ancien goulag, ça a été construit au départ, c'était juste un goulag, c'est que quand à la mort de Staline, il y a une révolte, etc. Au goulag de Norilsk, à Noryag, et de 53 à 55, et en 55 en fait le goulag a été libéré, sauf que les zèques, les prisonniers, ils se sont retrouvés donc à 4000 km de Moscou, au milieu de la toundra, dans un froid de canard ou de loup, et ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, en fait, s'ils avaient encore un chez eux. Donc ils sont restés sur place. Ils sont restés sur place avec leur geôlier. Donc j'imagine juste, dans les années 50, jusqu'à ce que les Komsomol arrivent, t'allais à l'épicerie, par exemple, et tu pouvais tomber nez à nez avec un gardien qui t'avait humilié et fait souffrir pendant des années. C'est encore quelque chose qui est frontal et qui est vraiment russe, et ce que j'aime chez eux, en fait, c'est cet esprit de sacrifice. Alors j'aime pas l'esprit de sacrifice au sens chrétien, on va sacrifier pour autre chose, mais c'est même si on en prend, même si on nous tape dessus, de toute façon on a un peuple de cerf, et puis après on était sous le joug de Staline. Malgré ça, on va aller en première ligne combattre les nazis. Malgré ça, on va tous être volontaires pour être les pompiers à Tchernobyl et affronter tout ce froid, cette ville. Là-bas, oui. Ouais. France Culture avec le romancier Kirill Ferret. Il est 12h20, passé. I'm on the run with you, my sweet love. There's nothing wrong. Contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool. Me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club. Meet you for coffee at the elementary schools. We laugh about nothing as the summer gets cool. It's beautiful, how this deep normality settles down over me. I'm not bored or unhappy, I'm still so strange and wild. You're in the wind, I'm in the water. Nobody's son, nobody's daughter. Watching the chemtrails over the country club. Suburbia.
washing my hair, doing the laundry, late night TV. I watch you hunting like when we were kids under chemtrails and country clubs. It's never too late, baby, so don't give up. It's never too late, baby, so don't give up. Under the chemtrails over in our country club. Yeah, under the blonde in December in our country club. Yeah, my Cancer is sun and my Leo is moon. My Cancer is sun and my Leo is moon. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Et dans l'actualité musicale, ce nouveau single de la chanteuse américaine Lana Del Rey, Chemtrails Over the Country Club. Ce titre annonce son 7e album. Il devrait sortir dans les bacs. Il a été un peu repoussé à la mi-mars, avec ce très beau clip aussi qui montre la chanteuse sous le soleil chaud, brillant de la Californie, avant que cette chaleur ne tourne à l'enfer et bascule dans un univers beaucoup plus sombre, comme votre roman qui, dès le départ, campe le roman noir à venir, car il ferait dans ce décor idéal pour un polar. Tous les ingrédients du drame sont en effet réunis et vous l'écrivez, ce roman, au présent. Mais est-ce que vous l'avez pensé aussi comme une dystopie ? Est-ce que Norilsk serait peut-être à l'image de notre humanité sans issue ? En plus, je l'ai fini pendant la pandémie, enfin en tout cas pendant le premier confinement du Covid. Quelque part, ça m'a aidé parce que c'est un univers d'enfermement à Norilsk. Et le fait de finir, en tout cas les 2 derniers mois d'écriture dans cet univers-là, effectivement, il y avait un écho qui était assez prégnant. Mais quelque part, c'est pas que ça m'a aidé, mais j'étais en osmose complètement avec eux. Mais c'est aussi... Je suis vraiment très partagé parce que à la fois d'y retourner, j'adorais y retourner pour revoir les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Mais de l'autre côté, j'ai surtout aucune envie d'y vivre. Donc c'est vraiment, c'est pas de la haine-amour, hein, c'est pas ça. Mais il y a un attachement qui fait qu'effectivement on peut se projeter. Mais l'écho avec notre présent, c'est aussi la catastrophe écologique qui est en cours à Norilsk. Il y a ces tempêtes de neige qui s'abattent sur la ville, mais il y a aussi des pluies de sang, telles que vous les décrivez, une pluie gorgée de nickel, des pluies acides qui ont déjà brûlé 100 000 hectares de toundra. Ça, c'est pour l'air. Et l'eau n'est pas en meilleur état dans votre roman. Vous racontez ceux qui partaient se ressourcer l'été près du lac Lama, un ancien site d'essai nucléaire qui qualifiait l'eau de minérale, pleine de métaux lourds, de l'humour russe pour oublier qu'à 40 ans, on avait perdu une bonne partie de ses dents. Il y a cette catastrophe écologique, mais aussi une catastrophe humaine. Et vous montrez bien dans ce livre la réalité des nénettes. Ce sont des victimes idéales dans un roman, comme quand il y a un coupable idéal, mais dans la réalité, c'est aussi une minorité qui est victime aujourd'hui d'une oppression de la majorité. C'était déjà le cas à l'époque des soviets, ça continue encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il reste de cette communauté ? Donc ils sont attachés aux rennes, c'est comme les Samis en Norvège et en Suède. Ils ont toujours vécu autour du renne, c'est les rennes qui les fait vivre. Un renne est plus important que tout au monde. Et les soviets ont essayé de les alphabétiser. Et en fait, c'est toujours ce problème d'assimilation. C'est comme si les sociétés, qu'elles soient occidentales ou en tout cas impérialistes, ou qu'on a une forme d'impérialisme sur les minorités, voulaient absolument les faire à leur image. Alors qu'eux, ils n'avaient pas besoin d'apprendre le russe ou à lire ou écrire pour vivre. Et du coup, c'est toujours un petit peu le même système, c'est qu'une fois qu'ils sont assimilés, ils perdent leur culture. Alors, il y a les internats, en fait, où c'est comme partout. C'est-à-dire qu'on prend les enfants, quand les adultes sont un peu trop réticents, on prend les enfants, puis on les amène à l'internat, et puis on leur apprend à vivre, entre guillemets. Mais
c'est presque la géographie qui sauve, en tout cas encore ces nomades, puisqu'ils restent nomades, et ils sont tellement, donc c'est à 400 km du cercle polaire, ils sont avec leurs rennes, donc pour aller les voir, il faut aller en ski, j'allais pas dire en jet ski, ça c'est pour l'eau, mais enfin le truc de débile là où on fonce, ou alors en hélicoptère. Donc c'est beaucoup d'argent pour pas grand chose. Donc en fait ils réussissent quand même à sauvegarder un petit peu leur culture en s'éloignant en fait le plus possible de cette ville qui en plus est l'antithèse vraiment de la nature. Hein. Voilà, et vous parlez d'eux dans ce livre, et vous parlez de l'environnement, et vous parlez des hommes, des miniers qui vivent, et de la chaleur aussi de leur vie, ceux que vous avez pu retrouver, que vous évoquiez au début de cet entretien. Vous parlez et vous faites remonter aussi les fantômes de l'histoire, hein, cette Russie moderne qui n'en finit pas avec son passé, car il ferait à chacun sa cage, pense Boris sous votre plume. Si la vôtre est mentale, il semble que vous ayez quand même trouvé la clé par l'écriture. Merci beaucoup à vous, Caril Ferret, d'avoir été avec nous. Je vais redire une fois le titre, sans mettre bien l'accent, sans bien dire le mot, mais c'est L'aide aux éditions des Arènes. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.